IPFM. Alors, je vais vous présenter le programme du jour avec nos chroniqueurs. Nous allons commencer en première partie d'émission par Alexis. Valeu, Alexis. Salut, Noémie. Ça va, tu vas bien? Oui. Ça Alors fait longtemps que tu es de retour dans les studios, ça nous fait très plaisir de te voir. De retour, et ça fait très plaisir, même si c'est pour vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément extrêmement joyeux. Parce que je vais vous parler du massacre des Grecs de Smyrne en 1922. La Grèce a fêté le centenaire de ce très funeste événement il y a une quinzaine de jours. Beaucoup d'Arméniens ont péri lors de ce massacre de Smyrne. Il est important que nous en parlions et que les gens aient ça en tête. Évidemment, donc tu vas nous faire le point histoire, donc Tout on à va fait. le point histoire avec Alexis comme d'habitude. Ensuite, nous enchaînerons avec une pause musicale que Alina nous a choisie. Oui. Nous écouterons en deuxième partie Alina justement. Tu vas nous parler de quel musicien arménien aujourd'hui, Alina? De Alam Khachaturian. Pour pas changer, je fais toujours des chroniques musicales. Oui, toujours. Et voilà, je vais vous partager des petites anecdotes un peu inédites parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice du musée Alam Khachaturian à Yerevan. Voilà, donc vous verrez ça tout à l'heure. Donc voilà, ne ratez pas la chronique d'Alina, toujours musique, sur Alam Khachaturian cette fois-ci. Et en dernière partie, nous aurons donc Sassoon, tu nous as préparé un sujet sur le recyclage, c'est bien ça? Tout à fait, sur le recyclage du plastique, sur comment faire justement, enfin non pas pour le recycler, mais pour en consommer moins. Sur une grosse partie du plastique qui est mal recyclé justement. Donc un sujet très important pour notre société, un sujet éco-responsable en fait. C'est ça. Très bien, on a hâte d'écouter ça aussi. Alors tout d'abord donc, Նախ-Եվարաջ հայկական պահակա, հայկական ասացվածքներ ենք մենք պատրաստում, ներկայացնում եւ հետո թարգմանում ենք ֆրանսերենի. Pour l'instant high du jour, j'ai choisi une expression arménienne que m'a suggérée ma grand-mère sur la thématique de la neige. Alors la dernière fois j'avais choisi deux expressions sur les pastèques en arménien. Cette fois-ci c'est la neige et après on pourra bien sûr en discuter. Voilà. Alors donc l'instant high du jour c'est Tsuni vra kale, pait kaileret haitni miener. Alors si je traduis en français, cela donne « marche dans la neige, mais fais en sorte qu'on ne remarque pas tes pas ». Alors, moi je le vois plus, parce que ma grand-mère quand elle l'a dit, en fait elle veut dire qu'il faut être un petit peu futé, voilà. Pensez à... En fait, je veux vous demander aussi ce que cela vous évoque, parce que c'est en fait être futé, choramang liner en arménien. Moi, l'image me fait penser à avance dans ta vie, mais avec humilité. Continue ta vie, marche, mais qu'on ne remarque pas tes pas, réussis, sans qu'on remarque ta réussite et continue avec humilité. Effectivement, ça peut être ça aussi. Oui. Moi, je vois un peu des deux. Soit futé, mais en même temps humble. Donc, si tu as des projets, fais-les dans le silence. Et ça marchera peut-être mieux que si tu diffuses toutes tes informations sur tes propres projets. Ne te vante pas. Ouais, voilà. Je partage le même avis qu'Alina. Ok, voilà, je vous le relis. Donc, c'est Tsuni vra kale pait kaileret haitni miener. Donc, voilà. Ça, c'était l'instant high du jour. Alors, nous allons du coup commencer avec la chronique histoire d'Alexis. Alexis, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Noémie. Donc, je vais vous parler du massacre des Grecs à Smyrne, qui a eu lieu entre le 9 et le 13 septembre, et le 17 septembre 1922. Donc, événement demeurant tragique, car ce massacre et l'évacuation des Grecs qui sont suivis est le prélude de l'exode des Grecs d'Asie mineure. Alors, cette année, la Grèce en célébrait le très funeste centenaire, et aujourd'hui encore, cet événement est une pierre de discorde, la pierre angulaire de discorde entre les relations de la Grèce et de la Turquie. Et c'est une grille de lecture, cet événement, assez intéressante pour comprendre ces relations. En tout cas, sur fond de tensions diplomatiques dans la mer Égée, actuellement, l'événement a une résonance particulière cette année, ce centenaire. Pour illustration, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré au cours des célébrations, je cite, « Il y a 100 ans, notre corps national perdait une part de lui-même en Asie mineure. C'est une tragédie indicible. » Donc il parle de tragédie indicible. Le 3 septembre 2022, Erdogan lui réplique nous n'avons qu'un mot pour la Grèce, n'oubliez pas Izmir. Izmir, qui est le nom turc de Smyrne.
Et il accuse Athènes de violer l'espace aérien, et accusant Athènes de violer son espace aérien, il dit n'oubliez pas Izmir. Donc là, vous vous souvenez, j'avais fait une chronique sur les discours génocidaires, Oui. et il y a un parallèle à faire quand même, parce qu'il y a le côté on nie un crime de guerre, on nie ces crimes contre l'humanité, tout en menaçant dans le futur de les reproduire. Donc un mécanisme qu'il y a aussi vis-à-vis de l'Arménie. En tout cas, quand on parle de Smyrne, jusqu'au XXe siècle, il s'agissait fondée en moins 3000, Smyrne, donc un passé, une histoire importante. Cette ville était à majorité grecque, et au XXe siècle, elle est connue pour être un port particulièrement cosmopolite de la mer Égée, car elle regroupait des populations juives, musulmanes, catholiques. C'était une étape importante de la route de la soie, et donc un port particulièrement dynamique aussi. Et il s'y trouvait même un quartier arménien qui s'est particulièrement étoffé après 1915, lorsque les rescapés du génocide ont rejoint Smyrne. Bon, ces rescapés du génocide n'étaient pas au bout de leur peine, comme vous allez le voir. Alors, que s'est-il passé ? À la fin de la Première Guerre mondiale, la Turquie est vaincue et l'Empire ottoman est moribond. Vous savez, l'Empire ottoman faisait partie de la triple alliance avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Et suite à la défaite turque, les Grecs entreprennent une guerre contre les Turcs entre 1919 et 1922 afin de reconquérir les territoires d'Asie mineure perdus depuis plusieurs siècles, presque 500 ans. L'offensive est lancée en 1919, elle est couronnée par des succès initialement, mais en 1922, l'armée grecque, lâchée par ses alliés, notamment britanniques, subit un revers majeur et est massacré par l'armée de Mustafa Kemal Atatürk. Il inflige à la Grèce sa plus grande défaite. Les populations grecques d'Asie mineure subissent immédiatement les conséquences de cette défaite avec des exactions, des vols dans les villages, des viols, des kidnappings, surtout ces villages de la côte turque, et les populations grecques affluent à Smyrne en pensant être protégées. Bon. Et l'objectif, là, ensemble, c'est de comprendre la chronologie de ce massacre, ses conséquences à court terme, à moyen terme et même à très long terme, puisque je vous ai dit qu'il y a 15 jours, il y a eu un mois à peine cette passe d'armes entre Erdogan et le Premier ministre grec. Et nous allons également parler un peu de la mémoire de cet événement. Alors, donc, par rapport aux événements, on va faire un bond dans le temps. 9 septembre 1922, Mustafa Kemal entre à Smyrne. L'arrivée des Turcs à Smyrne est accompagnée de combattants que l'on appelle les Tchétés. Donc, les Tchétés, ce sont des prisonniers de droit commun qui sont libérés des prisons, en fait, pour tuer du grec et de l'arménien. Donc, des milices, en fait, des supplétifs de l'armée turque. Et cette arrivée de ces combattants tchétés s'accompagne d'exactions qui sont abominables. Le correspondant du Times à Constantinople envoyait un télégraphe le 16 septembre en expliquant qu'avant l'incendie de Smyrne, un détachement naval d'officiers anglais qui était là pour protéger l'usine de gaz a assisté au viol de plusieurs femmes grecques dans la rue par des soldats turcs, mais eux ont reçu l'ordre de ne pas intervenir. Vous savez, on est après la Première Guerre mondiale, les chancelleries occidentales sont traumatisées par la guerre et on a peur de mettre le feu aux poudres. Et de fait, les Britanniques, c'est 780 000 morts pendant la Première Guerre mondiale, et de fait, l'opinion publique est traumatisée par la guerre, on pense ses plaies, on ne veut pas revenir dans la guerre, donc on reste en retrait. On reste en retrait et on laisse faire. Et donc ces officiers anglais ont été particulièrement traumatisés de ce qu'ils ont vu et se sont confiés à ce journaliste du Times. Alors, autre exemple, le quartier arménien de Smyrne n'est absolument pas en reste. Donc Kemal rentre le 9, l'armée de Kemal rentre le 9, et la chasse aux Arméniens arrive à son apogée la journée du 12 septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe le 12 septembre ? Un témoin oculaire anglais qui s'appelle Roy Treloar, rapporte que le 11 septembre, les Arméniens étaient réunis.
ça vous fait penser à d'autres pages de l'histoire. Ils étaient réunis, rassemblés par groupe de 100. Ils sont conduits dans le Konak, c'est-à-dire le palais du gouverneur. Et là, dans le palais du gouverneur, ils sont mis à mort par groupe de 100. Et d'ailleurs, il rapporte une anecdote qu'un Arménien s'est échappé. Il s'est réfugié dans le consulat britannique, dans le jardin du consulat britannique. Et les Turcs ont mis le siège devant le consulat britannique en exigeant que l'Arménien soit restitué. Alors, bon, de toute façon, ils ont fini par se servir, étant donné qu'ils ont attaqué le consulat britannique. Voilà. Il s'ensuit un incendie de la ville, qui s'est déclaré dès le 13 septembre. Donc ça, c'est l'incendie de Smyrne, qui dure du 13 au 17 septembre. Et la population, plus les 300 000 réfugiés, est encerclée par les Turcs, ne pouvant pas fuir la ville en flammes. Et c'est là où ça a été un véritable carnage. L'incendie ravage vraiment la métropole de Smyrne, en partant du quartier arménien. Et d'ailleurs, les autorités de l'époque ont accusé les Arméniens d'avoir mis le feu eux-mêmes à leur propre quartier. Mais bref. La brigade de pompiers essuya des tirs nourris de l'armée turque, de façon à ce qu'ils ne puissent pas éteindre l'incendie. Et très rapidement, l'incendie se propage aux entrepôts du port, aux hôtels, aux bureaux qui sont alignés. L'hôtel Kramer brûle en quelques secondes. Enfin, les flammes se propagent extrêmement vite. Il y a beaucoup de bois encore. Et l'incendie est tellement puissant qu'on parle d'une colonne de flammes de 4 km. Donc, évidemment, une colonne de flammes de 4 km, qu'est-ce qu'on fait quand une ville portuaire comme ça est en feu? On va vers le port, on va vers l'eau, on se réfugie. Là, l'armée turque attendait et a ouvert le feu sur la population amassée, rassemblée sur le port, qui essayait de fuir comme elle pouvait. Et c'est là où ça a été vraiment le véritable carnage. Les témoins oculaires racontent que les hurlements des réfugiés et les tirs incessants de l'armée ne permettaient pas de couvrir le bruit des flammes. D'ailleurs, le bruit du feu et des immeubles qui s'effondraient était tellement fort que même les hurlements ne parvenaient pas à le couvrir. Donc, il faut vraiment imaginer cette scène d'apocalypse et qui a marqué vraiment les témoins oculaires. Alors, comme si l'incendie ne suffisait pas, ces journées du 13 au 17 septembre 1922 ont été marquées par des pillages systématiques, y compris dans le quartier européen d'ailleurs, et les Grecs et Arméniens réfugiés dans leurs églises ont été empêchés d'en sortir par les kémalistes qui montaient la garde, tout en mettant le feu aux églises. Et c'est là où donc, il y a eu ces meurtres de masse par le feu. Quant à ceux qui titulaires des passeports occidentaux, donc je vous ai dit que c'était une ville cosmopolite, un port important, avec des consulats étrangers nombreux, et il y avait beaucoup d'anglais, beaucoup de français. Ce passeport qui est censé les protéger ne les protégeait même pas finalement. Il y a eu donc à Smyrne des victimes européennes, et je pense aux Turcs le 13 septembre 1922 qui assassinèrent dans le consulat d'Angleterre un employé qui était en train de trier des ballotins de papier. Donc il est assassiné, ils montent les étages et ils mettent à mort, donc ils exécutent 2 employés des postes anglaises qui étaient là, qui étaient présents, et donc ils mirent à mort ces 2 employés, et vous savez, en termes de torture, ils sont parfois assez inventifs, comme on l'a vu dans les divers récits liés au génocide arménien. Ils mettent dans la main d'un des employés un petit drapeau anglais. Donc le cadavre est raidi et ils mettent dans la main raidie le drapeau anglais par ironie. Donc avec toujours l'ordre donné aux troupes anglaises présentes sur place de ne surtout pas faire feu. Un témoin américain raconte également qu'une infirmière de la Croix-Rouge, une infirmière française de la Croix-Rouge, a été violée sur le port sous les yeux d'un destroyer français qui était présent, enfin des marins, pas du destroyer, sous les yeux des marins du destroyer français qui étaient présents. Et là, les Français aussi avaient ordre de ne pas agir, mais malgré tout, le marin était tellement outré de ce qui était en train de se produire qu'il a pris un fusil. Il a tiré 4 fois sans réussir à toucher le gars. La 5e fois, il lui met une balle dans la tête, il meurt.
de fait, hein, sur le coup. Et l'infirmière de la Croix-Rouge, on n'a pas eu son témoignage, peut-être est-elle morte dans l'incendie par la suite, mais ça illustre qu'on s'en prend vraiment à tout le monde. Et donc, on a un massacre qui a causé la mort de près de 100 000 personnes. Hein. Alors, certains, évidemment, ces chiffres sont minimisés hein, par les autorités turques qui parlaient de 10 000 morts. Entre 10 000 et 100 000 morts, il y a quand même une marge d'erreur qui est importante, mais bon, c'est vrai que c'est difficile de quantifier exactement. On ne demande pas les papiers quand on tue quelqu'un pour remplir un petit tableur Excel et compter. Hein. Donc, c'est vrai que quand on a des massacres de masse comme ça, c'est très difficile de quantifier. En tout cas, quel que soit le nombre de morts exacts, et là on va parler des conséquences directes de l'événement, quel que soit le nombre de morts, que veut dire cet événement ? Cet événement signifie que les Grecs et les Arméniens n'ont plus de place dans cette nouvelle Turquie. Et de fait, un exode à chaud commence. Entre le 24 septembre et le 1er octobre, c'est près de 180 000 personnes qui sont évacuées par la marine grecque. 180 000 personnes qui sont évacuées vers la Grèce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'exode à chaud, c'est-à-dire on évacue le plus vite possible, tout de suite. L'année suivante, cet exode est officialisé avec l'échange obligatoire entre chrétiens de Turquie et musulmans de Grèce. C'est ce que les Grecs appellent la grande catastrophe. Donc cet échange de population entre la Grèce et la Turquie qui a causé la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Cet épisode est d'ailleurs immortalisé par un bédéaste qui s'appelle Solup, un bédéaste grec, qui a écrit Aïvali. La ville d'Aïvali a été la population grecque a été obligée de quitter ses maisons pour aller en Grèce et remplacée par des populations turques. Et donc là, on voit très bien dans cette bande dessinée qui a été publiée en mars 2022, donc Aïvali, quelles ont été les modalités de cet échange de population, en sachant aussi que des Turcs ont été massacrés en Crète, donc des massacres des deux côtés, même si proportionnellement on ne parle pas de la même chose. Hein. Il n'en demeure pas moins que cet échange de population a été l'occasion de grandes tragédies, tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle de l'histoire. En tout cas, le traité de Lausanne 1923 officialise cet exode et l'échange de population civile, hein, je vous parle d'échelle, c'est 1 300 000 Grecs de Turquie qui doivent quitter la Turquie et 385 000 Turcs de Grèce qui doivent quitter la Grèce. Donc, la majorité des Grecs orthodoxes sont alors déplacés, ils s'installent en Attique, en Thrace et en Macédoine, en Crète également, les Turcs ayant laissé un certain nombre de maisons en Crète. En tout cas, une tragédie en tout point. Alors, pour ce qui est de la mémoire de cet événement, en Grèce, cet événement est considéré comme l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire du pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le 14 septembre est considéré comme le jour de mémoire nationale des Grecs disparus d'Asie mineure. En Turquie, c'est pas le même son de cloche, mais la mémoire de l'événement est importante aussi. L'offensive des forces kémalistes visant à expulser les soldats grecs est fêtée et elle est considérée comme une étape importante de la proclamation de la République de Turquie. Bref, dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que cette année 1922 est une année charnière, tant côté grec que côté turc. Pour ce qui est du massacre en lui-même, et là aussi on peut faire un parallèle avec ce que nous connaissons aujourd'hui, il a été passé sous silence, peu connu, on n'en a pas beaucoup parlé. Et dans les années suivantes, il est même tombé dans l'oubli. Il faut attendre 1945 pour qu'on en reparle, et c'est grâce au cinéma hollywoodien. Donc, un film qui s'appelle Strange Destiny, qui est donc à l'affiche en 1945, parle de cet événement et commence à sensibiliser l'opinion américaine sur ce qui s'est passé. En 1952, un autre film qui s'intitule A Man of Great Importance, 1952, raconte cet événement et
Là, d'autres films sortiront par la suite. Donc c'est par le cinéma que l'opinion publique commence à être sensibilisée à cet événement. Et le dernier film en date est sorti en 2021, c'est un film grec. Alors, désolé pour l'accent grec, Smyrni Mou Arapimeni, donc, qui est sorti en 2021. En termes de littérature, si vous vous intéressez à cet événement, un auteur qui s'appelle Gilles Milton a écrit un livre en 2010, je cite, « Le paradis perdu, 1922, la destruction de Smyrne la tolérante ». Pourquoi de Smyrne la tolérante ? Parce que je vous ai dit que c'était un port cosmopolite, que toutes les nationalités s'y croisaient, que toutes les religions s'y croisaient et vivaient en paix depuis des centaines d'années. La destruction de Smyrne la tolérante. En tout cas, cette année, pour le 100e anniversaire, de nombreuses commémorations ont eu lieu en Grèce et partout où il y a des communautés grecques dans le monde. Pour ne pas oublier cet événement tragique, le but de cette chronique est également de garder en mémoire cet événement tragique qui a vu également la mort de très nombreux Arméniens. Morts et tortures et exactions. Et évidemment, aujourd'hui, on ne va pas tomber dans l'anachronisme, c'est le péché mortel de l'historien, comme vous le savez, mais on ne peut pas ne pas penser de faire de parallèle avec les dernières images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux d'exactions contre les populations arméniennes, contre les soldats arméniennes, et ça permet de réfléchir. Merci beaucoup Alexis. Je voulais juste rebondir sur un point, le fait que tu dis c'est le massacre des Grecs, mais en fait c'est encore on peut parler oui. des chrétiens, ouais. Oui effectivement, mais c'est du coup encore on parle de génocide ici aussi, vu que c'est ciblé. Alors le terme a été employé pour parler, c'est un terme que l'on retrouve en Grèce, le terme génocide, pour parler de cet épisode. En tout cas, il y a une volonté là de destruction systématique. Et en gros, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on cherche à exterminer toute la population, hommes, femmes, enfants, oui. Vieillards. On cherche à les éradiquer, comme le disait Talat Pacha dans son télégramme ordonnant l'exécution des Arméniens. Il faut mettre fin à leur existence, quelques années avant. En 1915, il écrivait ça à ses gouverneurs de province. Là, il y a cette idée, il faut mettre fin à leur existence, avec cet acharnement systématique et le fait qu'on ne les laisse même pas fuir. Oui, ils parce sont que sur le port et on leur tire dessus alors qu'ils cherchent à prendre les bateaux. Donc il y a vraiment là cette volonté d'éradication localement. Alors on peut parler de pogrom en termes adaptés, mais oui, il est vrai que la volonté génocidaire se traduit très bien. Et puis tu disais que les Turcs du coup disent qu'il y a eu 10 000 morts, c'est ça, donc ils minimisent comme d'habitude. Alors oui, ils minimisent, mais tout en... Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre Ce qui est intéressant, comme j'ai dit au début, c'est que, alors là, quand on regarde les discours, c'est qu'il y a cette minimisation, et d'un autre côté, là, comme je disais en accroche, Erdogan qui dit au Premier ministre grec, souvenez-vous d'Izmir. Oui. Sous-entendu, on sait qu'on vous a massacré, mais on dit qu'il y a eu 10 000 morts seulement. On minimise, mais tout en sachant. Mais c'est comme, là, je ne sais plus quel responsable des affaires étrangères en Turquie a promis à la nation arménienne d'être rayée de la carte, je crois, et de l'histoire. Je crois que c'était ces termes, rayée de la carte et de l'histoire. Tout en niant le génocide arménien. Là, il promet un génocide, ni plus ni moins. Mais, ou chasser encore les Arméniens, oui. Comme des chiens aussi, comme on a entendu. Oui. Bon, bref, des thématiques en tout cas qui sont vraiment très poignantes. Parler de ça, écouter ça suscite une émotion, mais une émotion qui est nécessaire et il faut vraiment se souvenir pour ne pas oublier, cela, pour ne pas oublier. Et vraiment, il y a un certain nombre de parallèles qui sont à faire avec ce que nous avons connu ces dernières semaines. Merci beaucoup Alexis pour le point histoire d'aujourd'hui. Merci énormément. C'est riche en émotions. Et oui, on a appris beaucoup sur le massacre que je connaissais personnellement pas bien. Oui, moi aussi. Oui. Merci et beaucoup. Les témoignages étaient forts, quoi. Oui.
On va passer à la pause musicale. Alina, tu veux bien nous présenter un petit peu Du coup, je vais vous présenter donc une artiste, Brunette, nom de Brunette. C'est une chanteuse arménienne, on peut qualifier de R&B, et elle rappe aussi un peu. Donc on va écouter Batska Putachker de Brunette, qui est sortie il y a à peu près un mois et qui fait un gros hit en Arménie. C'était Batska Putachker de Brunette. Merci Alina. Donc tu nous as collecté quelques anecdotes sur Alam Khachaturian. On te laisse la parole Alina. Les plus marquantes, parce que oui, comme je vous ai dit, j'ai rencontré la directrice du musée en Arménie. On peut peut-être montrer le cliché. La photo que tu as avec la directrice du musée. Qui m'a accueillie chaleureusement. Oui, donc en fait, je suis allée 2 fois au musée. Donc la première fois, c'était juste pour mon pur plaisir, parce que j'avais envie de faire un tour des musées à Yerevan. Et ça tombait bien, parce que le jour où je suis arrivée, il n'y avait personne. Donc, j'ai fait mon petit tour. Les guides étaient là pour me raconter un peu l'histoire du musée, tout, de A à Z. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu parler un peu de la parenthèse. Et ils étaient super intrigués. Ils se sont dit, ce serait bien que tu reviennes et que tu fasses une petite interview avec Almine Glikolian. Ils seraient ravis de t'en apprendre un peu plus. Chose que j'ai faite, puisque j'y suis retournée une 2e fois. Et voilà, donc j'ai récolté un peu des petites anecdotes qu'elle m'a partagées. À commencer par... Vous savez tous qu'Alam Khachaturian est connu pour son ballet Spartacus, Gaïané. Il a aussi composé l'hymne national d'Arménie, donc qui a été joué entre 44 et 91, avant que l'Arménie devienne indépendante. Mais, chose qu'il faut savoir, c'est que son plus gros morceau, La danse des sabres, est un morceau qu'il déteste. Ah bon. Oui. Alors, pourquoi ? C'est assez intéressant, c'est parce que, premièrement, c'est pas un morceau qu'il a composé de lui-même, c'était une commande par l'Union soviétique. Il l'a fait en une traite, en une soirée, c'était fait. Ah, en une soirée. Oui, en une soirée, il l'a composé, et le fait de savoir qu'en fait, il est connu surtout pour ce morceau, ça le frustre un peu. Donc voilà,
En tant que pianiste, as-tu essayé de jouer la transcription pour piano de la danse des Tu sables? demandes parce que tu sais très bien que je l'ai joué. En fait, oui, parce que quand tu passes par Alfortville, tu m'entends jouer de temps en temps. Ouais, un peu Évidemment, fort. dans ma rue. Dans ta rue, oui. Je suis désolée On est pour. vraiment- Non, c'est vraiment compliqué. J'essaye. Je me suis pas encore perfectionnée, mais. J'y arrive pas non plus. C'est vrai En fait, il faut une vélocité qui n'est pas humaine pour Pas réussir du cette tout. transcription. Tu joues aussi Oui. Je la joue lentement. Au rythme à laquelle elle est, c'est un peu compliqué. Oui. Donc bon, c'est peut-être dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, un jour Mais, peut-être. en tout cas, on peut faire un parallèle avec Shostakovich qui recevait des commandes d'État de Mhm. l'Union soviétique et qui composait des choses qui étaient en totale inadéquation avec ce qu'il voulait composer. Clairement. Pour ça, moi je pense à la symphonie numéro 9 de Shostakovich. C'était une commande soviétique pour l'anniversaire de l'Union Mhm. soviétique qui était censé être un truc grandiloquent et tout. Il fait une sorte de musique de dessin animé assez rigolote Mhm. avec du piccolo et tout. Qui lui ressemble pas trop finalement, juste parce que. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire pour se moquer en fait de la commande, Ah, d'accord. il a oui. fait un truc avec du piccolo, un truc tout sautillant. Et là, c'est là qu'il termine dans les locaux de la police politique. Ah oui. Et après, il est D'accord. rentré dans le rang. Là. Les symphonies suivantes, elles étaient vraiment dignes de la doctrine Jdanov Oui. pour l'esthétique soviétique. Bon, C'est bah, intéressant, ça se il y a un rejoint. parallèle Clairement. qui est à faire. Autre fait intéressant, vous ne le savez peut-être pas, mais Khachaturian est quand même le premier membre de l'Union soviétique à avoir eu l'autorisation de rencontrer le pape au Vatican dans les années 60. Donc, si je ne me trompe pas, c'était en 1963. Donc, il le rencontre avec sa femme et il a l'occasion de discuter avec lui pendant 30 minutes. Et il faut savoir qu'à l'époque, le Vatican n'avait aucun lien diplomatique avec l'Union soviétique. Du coup, c'était vraiment une première, le fait qu'Alam Khachaturian puisse avoir cette chance de rencontrer le pape, quoi. Est-ce que ça vous... Incroyable. Incroyable. Bon, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on a quand même des artistes, c'est une grande fierté. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était un fait qui m'a étonnée. Puis, un fait assez marrant aussi. Le jour où Khachaturian avait visité l'Allemagne, on lui a offert un caniche royal. Il l'a appelé Lado, comme les notes Lado. Et d'ailleurs, il y a un morceau comme ça qui s'appelle Lado est sérieusement tombé malade. Je pense que vous pouvez trouver ça sur Internet facilement, sur YouTube. C'est fabuleux. Oui, donc, J'adore. enfin, le morceau s'intitule en russe Lado Seriousno Zaboliel, mais vous le traduisez en français, ça fait ça, donc est sérieusement tombé malade. Ça, c'était assez marrant à voir. Puis j'aimerais passer à un autre fait, c'est plus une anecdote. Je pense qu'on pourrait peut-être diffuser la vidéo, si c'est possible par la régie. Et puis après, je vous résumerai en français de quoi parle l'anecdote. On entend bien. Հեղինակային համերգներով հանդես էր գալիս այնտեղ։ Խաչատրյանին է մոտենում երիտասարդ շնորհալի նկարիչ Էդմոն Այվազյանը, մեր հայրենակիցը, ով բնակվում էր Լոնդոնում, եւ ցանկություն է հայտնում ստեղծել Խաչատրյանի դիմանկարը։ Բնականաբար մայեստրոն ժամանակ չուներ, որպեսզի բնորդեր իրեն եւ ստիպած է լինում մերժել նկարչին։ Բայց նկարչի ցանկությունը այնքան մեծ էր, որ նա գտնում է այդ հարցի լուծումը։ Սկսում է այցելել Ալբերտ Հոլում Խաչատրյանի փորձերը եւ նստած մի անկյունում աննկատ ստեղծում է այդ իր ապագա նկարի էսքիզները։ Եվ երբ համերգը ավարտվում է, նա մոտենում է մայեստրոին արդեն պատրաստի նկարով։ Եվ ինչը իհարկե շատ մեծ հիացում եւ զարմանք է առաջացնում մայեստրոյի մոտ։ Այնուհետև պատրաստ արդեն դիմանկարը նա հանձնում է որպես նվեր մեր երջանկահիշատակ կաթողիկոս Վազգենին, քաջատեղյակ լինելով Արամ Խաչատրյանի եւ կաթողիկոսի ջերմ բարեկամական հարաբերությունների մասին։ Իսկ կաթողիկոսը իր հերթին Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի բացման առիթով այս նկարը նվիրում է տուն թանգարան։ On va résumer ça. Alors, donc la directrice explique que donc, dans les années 70, Khachaturian donnait un concert en fait à Londres, en Angleterre, et à ce même moment-là, il y avait un peintre irano-arménien du nom de Edmond Ayvazyan qui du coup vivait à Londres, et lorsqu'il a su que Khachaturian venait donner un concert, il était tout excité, il voulait le rencontrer et le peindre, surtout, c'était ça son but ultime. Donc il a la chance de le rencontrer, il lui demande si c'est possible de le prendre, de le peindre, chose qu'il renonce. Khachaturian lui dit non, j'ai pas le temps, je suis désolée, ça va pas se faire.
Du coup, il lâche pas l'affaire. Edmond Ayvazyan, il lâche pas l'affaire. Il vient à une de ses répétitions, il se met dans un petit coin avec tout son matériel, il le peint. Et dès que la répétition est terminée, Khachaturian quand même s'approche de lui et veut voir à quoi ressemble le tableau. Il le voit, il est épaté, il lui dit « Mais est-ce que je peux l'avoir ?» Et Edmond Ayvazyan lui dit, ça c'est quelque chose qu'elle n'a pas rajouté la directrice, mais on en a parlé ensuite, il lui dit « non, vous m'avez laissé qu'une seule heure pour vous peindre, je le garde pour moi ». Donc c'était assez marrant de voir sa réaction, mais plus tard, le peintre présente ses copies donc de la peinture à l'écrivain, à Khachaturian, et l'original, donc le tableau original, il le donne au Catholicos Vasken, donc le Catholicos des Arméniens. Et le Catholicos des Arméniens va offrir ce tableau-là au musée d'Aram Khachaturian, qui a ouvert donc dans les années 80, en 1984, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un fait qui m'a aussi épaté un peu de voir quand même le peintre irano-arménien avait de la répartie. Ça m'a fait rire. Un autre fait, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, on ne sait pas encore si c'est vraiment vrai ou non, mais j'aimerais vous raconter un peu la rencontre entre Khachaturian et le peintre surréaliste Salvador Dali. Alors, Khachaturian se trouvait en Espagne et il mourait d'envie de rencontrer Salvador Dali. Donc le peintre, dès qu'il apprend ça, il est ravi, il l'invite à la maison. Il lui dit oui, bien sûr, viens. Khachaturian arrive à l'heure, je crois que le rendez-vous était vers 14h. Tout excité à l'idée de rencontrer le peintre. Il arrive dans une pièce où il y a un vase au milieu, une sorte de table avec, de l'alcool, il me semble, quelques fruits, un canapé pour s'asseoir, mais la porte est fermée. Voilà, donc la porte est fermée, essayez de vous imaginer Khachaturian qui est là, qui attend que Salvador Dali ouvre la porte pour le voir. Il attend 1 heure, 2 heures, rien. Il a une grande envie d'aller aux toilettes, mais il se dit comment est-ce que je vais faire ? La porte est fermée, et il voit ce vase. Non. Si, sinon ce serait pas drôle. Il voit le vase et il décide d'uriner dedans, je suis désolée de l'expression. Du coup, c'est ce qui se passe. Et il entend la danse des sabres, au loin, résonner bruyamment, et Salvador Dali qui rentre donc, dans la pièce. À ce moment-là ? Ah oui, à ce moment-là, nu, avec des sabres autour de sa tête comme ça. Donc essayez d'imaginer un peu la scène. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai, parce que la presse espagnole en a parlé. Il y a des articles qui sont sortis là-dessus. Mais j'en ai parlé avec la directrice. Elle me dit, honnêtement, je ne pense pas que ça soit vrai, parce que dans aucune de ses lettres personnelles, il en a parlé. Il ne va pas s'en vanter. Voilà. On ne sait pas trop, mais rien que cette histoire, elle est inédite, quoi. Elle est super drôle. C'est intéressant de savoir ce qu'ils se sont dit après. Ah, clairement, parce que là, c'était vraiment... Il arrive, il est en train d'uriner dans un vase, il est tout nu. On met la honte à Khachaturian, là. Oui. La conversation, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire à ce moment-là ? Mais je pense que la conversation s'est arrêtée très très vite. Ça devait être assez cocasse comme situation. Je pense que la conversation s'est arrêtée très très vite. Il a dû lui dire c'est bon, la rencontre est terminée, j'ai fait mon show. Après, le personnage aussi, il faut savoir que Salvador Dali n'était pas non plus très net. Donc il fait les choses de manière grande. Je suis sûr qu'il a apprécié, lui. Je sais pas. Il a vu ça comme un honneur. En tout cas, c'est une histoire assez cocasse et qui me fait rire. Je pense pas que ça soit vrai. Mais rien que le fait de savoir que la presse espagnole en a parlé. La presse espagnole en a parlé quand même, ah, d'accord. Oui. Non, moi, je veux penser que c'est vrai. Moi, je suis persuadée. Dans ma tête, c'est bon. Pour moi, c'est vrai. Lucine nous dit qu'elle a aussi entendu cette anecdote après. Après, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que le musée de Salvador Dali, donc, qui se trouve en Espagne, a appelé le musée d'Aram Khachaturian pour savoir si l'histoire était vraie. Chose qu'on ne sait pas trop, en fait. On ne comprend pas trop. Est-ce que j'ai un peu le temps pour une prochaine... une autre petite anecdote ? Une petite dernière pour continuer ? Attendez. Je vous ai parlé... Ah oui. Je vais vous parler un peu de la rencontre entre Khachaturian et Charlie Chaplin. Voilà, quelle vie. Il a rencontré tellement de monde. Incroyable. On revient à Chaplin. En fait, Aram participait à un concours international de piano en tant que jury à Berne, en Suisse. Et... donc à cette époque-là, il ne se sentait pas très bien, il était déjà un peu malade. Mais lorsqu'il a su que
le comédien Charlie Chaplin voulait le rencontrer, et il s'est dit, allez, c'est le moment, je l'adore. Et à savoir que Charlie Chaplin n'acceptait pas tout le monde chez lui. Oui, Il était très fermé, là c'était vraiment une exception, le fait que il puisse rencontrer Alain Pratchett-Olian. Donc la rencontre se passe, ils se rencontrent je crois à l'hôpital de Genève, et lorsque Charlie Chaplin voit qu'il est dans un état pas très beau à voir, il lui offre des roses qui ont été ensuite envoyées à Moscou. Et du coup, quand j'étais dans le musée, j'ai pu voir ces roses-là. Je ne sais pas si c'est les vraies, parce que je pense qu'elles seraient complètement sèches, quoi. Elles seraient plus là. Mais en tout cas, c'est la c'était une belle symbolique. action. Et il y a aussi une autre histoire qui dit que lorsqu'ils se sont rencontrés dans l'appartement de Chaplin, Charlie Chaplin voulait lui montrer un peu ses talents de pianiste. Mais tout d'un coup, je sais pas, il a pris peur, il était un peu gêné, donc il a dit non, je peux pas jouer devant vous, je suis trop gêné. Donc c'est assez marrant de voir que c'est quand même deux personnages très connus, et non, il a pas voulu. Il s'est un peu renfermé sur lui-même. Oui. Bon merci beaucoup Alina pour ces anecdotes, c'était très intéressant et inédit. Oui, pour le coup. J'avoue. Si t'en as d'autres, pourquoi pas une deuxième partie Pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour la suite. Écoutez, Merci comme j'ai beaucoup. pu rencontrer la directrice, il y a peut-être une vidéo qui va sortir prochainement, Ah très bien. où elle explique tout en arménien, on essaiera de traduire aussi, donc C'est parfait parfait. pour ça. T'étais Et en... toi, à la place de Chaplin, t'imagines, un Ouais, illustre clairement. du piano qui Ouais, va chez toi, oui. qui dit vas-y, joue. Joue-moi etc. quelque chose. En tout cas, c'était super, t'étais en envoyé spécial à Yerevan, donc t'as fait tes vacances et t'as fait des Exactement. interviews comme celle-ci, donc Voilà. super, bravo Alina. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc là, on passe à Sassoon, qui va nous parler donc du recyclage, comment être plus éco-responsable, c'est ça Sassoon? On Tout à t'écoute. fait. Donc, faut voir que le plastique, c'est une matière qui est issue du pétrole, en gros qui a été chauffée aux alentours de 800 degrés et avec l'ajout de différents matériaux pour consolider le tout. Et nous consommons tous donc énormément de produits à base de plastique, que ce soit volontaire ou involontairement, parce que par exemple, tout ce qui est bouteilles d'eau, de lait, de jus de fruits, il y en a énormément qui sont en plastique. Tout ce qui est bouteilles de shampoing, gel douche, savon, dentifrice, etc. sont tous emballés dans du plastique et qui est qui n'est pas du tout recyclable, puisque en plus le plastique n'est pas une matière biodégradable. Donc ce qui veut dire que un plastique que vous jetez dans la rue, vous pouvez revenir 500 ans après s'il est toujours là, il aura quasiment pas eu de dégradation par rapport à son état initial. Donc on peut ajouter à la liste des emballages tous les emballages qui sont nécessaires dans l'alimentation, c'est-à-dire tous les emballages plastiques qu'il y a. Et dans certains cas, il y a même des sous-emballages qui sont eux aussi en plastique. Ah oui. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, dans les paquets de biscuits notamment, où il y en a qui sont individualisés. Et pour chaque biscuit, il y a en plus un emballage autour qui est lui aussi en plastique. Mais là, du coup, ça commence à changer, non? Du coup, on essaie petit à petit, oui. de moins utiliser de plastique. Il y a des pays qui Tout s'en à foutent fait. complètement. Moi, ça me fait penser à la Corée, qui par exemple emballent leurs bananes. Ou Ah d'autres oui pays. Ah oui. J'aurais cru que ça aurait été l'inverse, justement, Ah, non. qu'ils essayent de Ah pas trop non, emballer. mais t'as trop eux, c'est encore pire, oui, c'est que t'as tout qui est emballé, c'est-à-dire que les bananes sont emballées individuellement, etc. Oh là là, Je individuellement. comprends même pas l'intérêt Non, C'est quoi, c'est de cet emballage. l'hygiénisme, Je sais pas, je comprends pas. En plus, c'est sale. Bah oui. Oui. Je veux dire, on n'a pas envie de manger un fruit qui a touché du plastique. Non, personnellement non plus, mais Moi, je pensais justement que ça commençait... on utilisait de moins en moins de plastique parce que... je pense que c'est le cas après dans beaucoup de pays. On utilise plus je sais pas, plus... Pardon? le carton par Ouais, exemple. le carton, est pardon, plus voilà. utilisé Oui, aussi. oui. Ça, c'est le moment de me plaindre, attendez. À la fac, ils nous donnent des assiettes en carton. De temps en temps. Du Voilà. coup, c'est... Bah oui, c'est mieux en fait. Oui, c'est Parce mieux, que mais est-ce que c'est agréable? Non, oui, c'est... Ça c'est autre Voilà, chose. c'est autre chose. Effectivement, Moi, je déjà- n'ai pas habitué, c'est pour ça, mais sinon... Tu as déjà Et- une cantine à la fac, Heureusement. c'est pas le cas partout. Pourquoi?
Sujet pour une autre chronique. Pourquoi il y a des Ouais. facs qui n'ont pas de resto universitaire? Non, où il faut marcher. Ouais. Oui, ça Il c'est faut pas faux. marcher. Du coup, c'est bien de les couvrir en carte. À Toniac, il n'y a pas de resto universitaire. Coup de gueule d'Alexis. D'accord. Donc après, il faut savoir aussi que le plastique est utilisé dans d'autres domaines, mais là avec lesquels c'est un peu plus compliqué de s'en séparer, comme par exemple les voitures avec tout ce qui est pare-choc ou les coques de rétroviseur qui sont en plastique. Oui. Ouais. Il y a aussi du plastique dans certains vêtements pour ceux qui sont à base de fibres synthétiques. C'est du plastique, essentiellement. Il faut savoir aussi que le plastique se recycle très mal. Par exemple, en France, on a 26,2% du plastique qui est recyclé, ce qui nous place en rang numéro 2 des plus mauvais élèves en matière de recyclage plastique. Puisque il y a la Finlande qui fait un peu moins bien que nous avec 26% du plastique qui est recyclé. Et l'Allemagne et la République tchèque qui sont quant à eux les meilleurs dépassent de peu les 50% de plastique recyclé. Et on va dire l'Allemagne, tout le plastique qui n'est pas recyclé est fini en conversion énergétique. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je pense que ça doit être du plastique qui doit être brûlé pour être converti en électricité ou autre chose. Si c'est le cas, en tout cas, ça génère aussi énormément de pollution lors de l'incinération. Faut savoir par exemple que l'aluminium, qui est la seconde matière la moins bien recyclée en France, dépasse les 40%, et que la moyenne européenne se situe autour de 40% de plastique qui est recyclé. Donc en soi... Mais du coup, comment faire pour qu'on puisse mieux recycler C'est que c'est pas dans le recyclage que je vois des axes d'amélioration, c'est surtout dans notre façon de consommer. C'est-à-dire par exemple, au lieu d'acheter de l'eau minérale de boire, de l'eau minérale en bouteille, de plutôt boire de l'eau du robinet, quitte à passer par des systèmes de filtrage ou autre. Oui, parce que sinon, c'est pas très recommandé non plus. Pour filtrer l'eau, ça dépend à quel de point. boire, niveau sanitaire, point de vue bactérieux. En Arménie, ça pose pas problème. Hein. Après, ça dépend, mais bon, l'eau est aussi... Même si elle est filtrée et tout, c'est... Bon, après, vaut mieux filtrer si vraiment on passe du robinet, vaut mieux filtrer avec quelque chose... Et après le boire. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, c'est que il y a différents types de filtres qui existent pour filtrer l'eau suivant le budget de chacun. Ensuite, pour les fans d'eau gazeuse, au lieu de prendre des bouteilles d'eau gazeuse, il y a des façons de gazéifier l'eau du robinet directement, qui peut être j'ai entendu récemment parler de ça. Oui. Plus sain pour chacun. Et que tout ça pour pas acheter des bouteilles en fait. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et limiter du coup la consommation en plastique qui est liée à ça. Ensuite, pour le reste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui sont vendus aussi en bouteille. Donc, c'est-à-dire par exemple le lait, les huiles, etc. Je sais que certains commerces donnent la possibilité d'en acheter en vrac et en les mettant directement dans des bouteilles en verre. Donc qui permet, d'accord, il y a un montant de consigne pour la bouteille, mais qui est remboursé automatiquement quand on ramène la bouteille. Donc en gros, c'est juste payer une seule fois. Et qui permettent justement de plus avoir à gérer, d'avoir du coup beaucoup moins de plastique chez soi. Ensuite, pour tout ce qui est emballage plastique, il y a la possibilité d'acheter ces produits en vrac. Oui. Dans certains cas, pour limiter justement tout ce qui est emballage plastique. Bon. En tout cas, merci beaucoup Sazoun. Je pense que la liste elle est longue, mais en tout cas, on a bien retenu qu'il faut éviter le plus possible d'acheter des bouteilles en fait. Après, je sais pas si vous faites des choses au quotidien, Alina et Alexis, pour limiter le plastique. Moi, j'ai un bébé, il lui faut une eau bien particulière. Oui, là c'est compliqué. Il y a des cas pour lesquels je suis d'accord pour dire que c'est ultra pour le coup, compliqué. je suis pas très éco-responsable. Précise. En tout cas, merci beaucoup Sassoun. C'est vrai que on prend note. Oui, on prend note des choses principaux que tu as dit. Et du coup, Alina, tu peux nous faire un petit point, parce qu'on arrive à la fin de l'émission déjà. Bien Point sûr. agenda, s'il te plaît, oui. Alors, ce 21 octobre se tiendra le vernissage de Sevag
arménienne à partir de 19h à la Maison de la Culture Arménienne à Paris, donc au 17 rue Bleue. On a aussi une soirée de danse arménienne pour tous avec la compagnie Eraz samedi 22 octobre à Paris, 34 quai de la Loire, sur la péniche Anaco. Et enfin, on a l'Assemblée, donc l'Ensemble national de danse d'Arménie, Balekamoutchoun, qui viendra en tournée en France, à Alfortville. Ça commence le 27 octobre 2022 à 20h au pôle culturel d'Alfortville. Et pas oublier d'aller au restaurant du Centre culturel arménien entre deux expos pour aussi déguster une aubergine farcie. Merci Alexis pour cette Comment oublier précision. Et moi j'ai juste un petit rappel à faire. À la MCA il y a des cours de théâtre, donc ceux qui sont intéressés, c'est qui veulent surtout rejoindre Noémie parce que voilà, on est un groupe de 5-6, c'est bon pour ceux qui veulent rejoindre. Il y a de la place. C'est de 20h30 à 21h30, voilà, à la MCA d'Alfortville, donc voilà pour ceux qui sont intéressés. Je vais y réfléchir. Et c'est quel jour de 20h30 à 21h30 Mardi, j'ai pas dit, désolé. Mardi, et c'est en arménien, donc c'est des cours de théâtre en arménien, voilà, pour ceux qui veulent essayer. Voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui. On a eu un peu d'histoire de la musique et tout ce qui est éco-responsable, recyclage. Merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine. Et Balia Khojak, Bololin, Hajurutun, merci.